va demander à Quentin de nous présenter Applisat. Donc là, c'est plus un portail d'information que d'accès aux données, puisque l'accès aux données s'inscrit aussi, si j'ai bien compris, dans la logique dynamisme, mais c'est de créer une communauté, créer une communauté et animer une communauté autour des services de l'État. Oui, absolument. Bonjour. Donc d'abord, je m'excuse. Donc vous aurez remarqué, je suis pas Amélie Lombard. Donc j'ai diminué la part féminine à cette table. Donc, je suis Quentin Gauthier. Je suis le directeur adjoint de la délégation de Toulouse du CEREMA qui abrite le pôle satellitaire du CEREMA. Donc je vais vous parler rapidement d'Applisat. Alors ceux d'entre vous qui ont participé à la dernière session d'AppSpace à Marseille ont eu l'occasion d'entendre Amélie présenter le portail qui a été lancé il y a 1 an à peu près. Et donc Applisat, alors on a parlé là de plusieurs dispositifs institutionnels, scientifiques, d'accès à l'image, de mise en relation de communautés scientifiques, d'utilisateurs, de producteurs de services, etc. Ça en est un autre, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la différence, le positionnement. Donc c'est un portail qui a été développé en réponse à une demande du ministère de la Transition écologique, donc en 2018-2019, dans le cadre du plan d'application satellitaire 2018-2022, qui avait fait le constat qu'il y avait besoin d'un outil d'interface entre les services de l'État et les collectivités territoriales dans le domaine globalement de l'aménagement du territoire, de la gestion des territoires et la production d'images, de services à partir de l'imagerie satellitaire. Donc c'est un portail qui a été développé par le CEREMA en partenariat avec l'IGN et le CNES et qui est aujourd'hui opéré par le CEREMA dans le cadre de ce dispositif partenarial. Donc ça se veut le site de la communauté des utilisateurs publics d'applications satellitaires. 3 objectifs, c'est à la fois un portail web et un dispositif d'animation de communauté. L'objectif, c'est de partager des connaissances, des retours d'expérience autour de l'usage de différents cas d'usage d'imagerie satellitaire et également de favoriser l'appropriation de ces outils-là, de l'accès aux images, du développement de nouvelles actions, de nouveaux services, avec la particularité que Applisat se situe plutôt en aval, je dirais, des dispositifs type TEIA, par exemple, qui agrègent beaucoup d'organismes et de compétences scientifiques. Applisat, ses adhérents, ça va être beaucoup plus des services déconcentrés de l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales. Donc c'est un portail web que vous avez peut-être déjà vu. Vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de venir voir au stand du CEREMA là-haut un petit peu plus précisément comment ça s'organise. Et qu'est-ce qu'on y trouve dessus? On y trouve un centre de ressources et des groupes utilisateurs. Alors centre de ressources, on va y trouver des retours d'expérience, donc des fiches usage, ça s'appelle. Donc c'est des cas d'usage qui sont en fait décrits par des collectivités, des services de l'État, des établissements publics qui les ont conduits, soit en interne, soit en partenariat avec des entreprises privées, des labos de recherche ou autres, et qui décrivent quelle était leur problématique, comment ils y ont fait face, quel type de données ils ont utilisé, quelles méthodes ils ont utilisées, etc. Alors ce n'est pas des pages extrêmement détaillées, mais ça donne quand même une bonne idée de la méthode qui a été employée. Et ça se veut une approche du sujet pour les personnes intéressées qui ont envie de creuser le sujet. Et puis après, il y a toujours les contacts qui permettent d'approfondir la méthode avec les gens qui l'ont développée. Il y a également des fiches thématiques autour de l'explication de différents services satellitaires qui existent, de différents dispositifs. Donc, il y a des choses sur Géosud. Alors, est-ce qu'il y a déjà une fiche sur Dynamisme? Peut-être pas encore, mais il y sera certainement. Les dispositifs d'accès aux images, les services développés dans le cadre de TEIA, dans le cadre de Copernicus, etc. Plutôt les services qui ont un caractère opérationnel aujourd'hui ou quasi opérationnel et qui peuvent être dans un usage direct pour les gestionnaires des territoires. On y trouve aussi le plan satellitaire, le descriptif du plan satellitaire 2018-2022. Et j'imagine que dans un futur proche, il y aura aussi des informations sur l'avancement de ces différentes actions. Et ça se veut aussi un relais de l'actualité des événements dans le domaine des applications spatiales, donc avec régulièrement un relais des différentes journées, colloques, etc., informations utiles à la communauté, donc par exemple évidemment AppSpace.
On y trouve aussi des informations sur les formations, de la veille sur des nouveaux produits, nouvelles démarches en émergence. Et après, il y a des groupes utilisateurs donc, sur lesquels je reviendrai juste après. Donc aujourd'hui, Applisat, donc ça a été lancé il y a 1 an. Le déploiement a été un peu contrarié par la phase de confinement, puisqu'on envisageait d'en parler plus à l'occasion d'événements professionnels, etc. Aujourd'hui, il y a 91 institutions inscrites, essentiellement en collectivité, services de l'État, établissements publics, je le disais, également des entreprises de différentes tailles. Et l'idée, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a vocation à s'enrichir avec vos contributions. Lorsque vous êtes acteur ayant conduit une action originale dont vous souhaitez partager le retour, vous êtes tout à fait fondé à proposer un retour d'expérience. Lorsque vous faites cette proposition, elle est analysée par le comité directeur d'Applisat, le ministère, le CEREMA, le CNES et IGN, et puis on travaille sur la rédaction pour que ça s'intègre au site. Vous pouvez aussi rejoindre les groupes de discussion. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? En fait, c'est des fils de discussion, un genre de forum hébergé sous Slack. Et aujourd'hui, il y a plusieurs groupes constitués autour de communautés qui étaient préexistantes ou en émergence. Alors aujourd'hui, il y a des choses autour de l'apport du satellitaire sur les problématiques d'inondation, la couverture neigeuse, les friches agricoles, un fil multithématique pour toute question que souhaiteraient poser des utilisateurs, un fil également sur l'accès aux images. Donc c'est une interface directe qui permet à des gens de poser des questions, d'avoir des réponses par des pairs. D'avoir une assistance à la mise en œuvre d'initiatives. Et bien entendu, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de groupes thématiques, mais en fait, on peut en créer d'autres. Ce n'est pas un réseau social, ça n'a pas vocation à drainer énormément de monde, mais l'idée, c'est quand vous avez un groupe de travail qui souhaite avancer sur un sujet avec des utilisateurs de différentes structures, ça peut être un lieu pour héberger vos discussions et essayer d'avancer sur le sujet dans un cadre prévu pour ça. Et puis, ça permet également d'entrer en contact avec des professionnels de la donnée spatiale. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un site tourné vers les utilisateurs publics, mais il n'est pas du tout fermé aux entreprises privées. Simplement, ce n'est pas un site de promotion des produits développés par des startups. C'est pas qu'on ne souhaite pas le faire, mais disons que la promotion peut intervenir au travers notamment du retour d'expérience. Donc, si une startup a monté une preuve de concept en lien avec une collectivité, que la collectivité en est contente, pourquoi pas que la collectivité propose ce retour d'expérience et elle parlera de sa collaboration avec l'entreprise innovante, etc. Ça peut être aussi un outil de promotion. Et puis les acteurs du domaine privé sont tout à fait fondés à participer aux discussions qui ont lieu sur le forum. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos propositions d'évolution, d'amélioration du portail. On va prochainement engager une discussion avec le ministère pour voir quelles fonctionnalités on souhaitait faire évoluer. Vous pouvez proposer des contenus que vous souhaiteriez y voir, etc., pour qu'on l'intègre au programme de travail. C'est perfectible, ça a vocation, on l'espère, à prendre de l'ampleur et à être bien articulé avec les dispositifs dont on a parlé avant, donc comme j'expliquais, plutôt un dispositif un peu aval. Merci. Merci beaucoup, Quentin. Alors, je propose qu'on prenne un petit peu de temps pour des questions de la salle, parce que donc, là, vous commencez à avoir une vision un peu de tout ce qui est disponible, qui est à votre service. Ça fait une jolie collection d'URL, quand même. Donc, alors, pour poser des questions, ce que je vous demande, vous avez vu, il y a des micros. Donc, vous vous levez et vous venez la poser au micro. C'est un petit peu intimidant, mais c'est pas grave. Comme à l'Assemblée nationale. C'est un peu comme à l'Assemblée nationale, ouais. Alors moi j'ai... Bon, normalement... Moi j'ai une question pour Quentin, justement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on essayait de faire, c'est qu'on ne touche pas au micro, donc c'est gagné. C'est gagné. On va y arriver, t'inquiète pas. Oui, donc Arnaud Sellé, chef de projet de la contribution CNES au pôle TEIA, mais directeur technique de TEIA. Et j'avais une question pour Quentin à propos d'Applisat. Quand j'avais fait des recherches il y a quelques mois sur Applisat, j'avais constaté qu'en fait, il fallait absolument s'inscrire pour voir les messages des fils de discussion. Et donc en fait, de facto, les recherches type Google et autres ne permettaient pas de découvrir le site Applisat, ce qui vous retire, je dirais, 80 voire 90% de potentiel d'utilisation du site. Donc est-ce que ça c'est prévu de le modifier? C'est vrai, on peut que partager le constat et ça fait partie effectivement des sujets d'évolution potentielle. Oui. Alors après, la difficulté c'est que
les fils de discussion thématiques là sont hébergés sur un outil qui est connexe au site, qui est Slack, et je suis pas certain que ce soit directement possible de tout mettre en accès libre via le site, mais il faut qu'on regarde. Mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il faut faire une démarche assez volontaire d'inscription, etc., pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et du coup, si on n'y a pas été aiguillé par ce type d'échange, c'est pas complètement évident. Ouais. Par contre, le côté fiche pratique, retour d'utilisateur, etc., ça, il n'y a pas d'authentification nécessaire. Non, ça, effectivement, voilà. C'est vraiment pour le forum de discussion et les groupes de travail. Voilà, tout ce qui est retour d'expérience et tout, c'est accès référencé et en accès direct. Mais les forums, c'est un peu séparé. Ouais. Après, c'est l'idée aussi que ça se veut je disais, c'est pas un réseau social, quoi. Ça se veut des interfaces d'échange en groupe de travail. Mais il y a peut-être une distinction à faire entre les fils de discussion multithématiques, accès aux images qui se veulent un peu larges, avec des groupes plus spécifiques qui ont une audience plus ciblée. Donc, oui. Peut-être avoir les groupes qui soient référencés, Oui, avoir peut-être un truc en 2 temps. Je répète à voix haute parce qu'on ne t'a peut-être pas forcément entendu. Donc avoir quelque chose avec une forme résumée, tête de chapitre, et puis pour en savoir plus, à ce moment-là, devoir s'inscrire. C'est une bonne remarque, pratique, c'est bien. D'autres questions, d'autres remarques? J'arrive. Tu as un micro juste derrière toi. Ouais, mais je peux parler fort là. Ouais, ça marche. Juste une petite question, je viens de découvrir Applisat, c'est dommage, peut-être que je ne lis pas Décryptage Géo suffisamment, mais c'est extrêmement important et intéressant. Je voulais savoir au bout d'un an s'il y avait déjà beaucoup d'adhérents et si ça sort des services de l'État et si ça diffuse bien auprès de toutes les collectivités, notamment les plus grosses, qui pourraient être vraiment très intéressées par tous ces retours d'expérience. Moi, en rediffusion, ils n'entendent pas, donc Je peux reformuler sinon. Voilà, reformule en répondant. La question c'est, aujourd'hui, quelle est l'audience d'Applisat et est-ce qu'au niveau des utilisateurs inscrits, ça diffuse bien au-delà des services de l'État et en particulier, est-ce que les collectivités sont présentes? Donc, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est 91 institutions inscrites et 150, 160 utilisateurs individuels. C'est pas énorme et l'idée c'est de lui donner plus d'audience. Mais parmi les utilisateurs, parmi les institutions inscrites, il n'y a pas que des services de l'État. Il y a un certain nombre de directions départementales des territoires, DREAL, DRAF et autres services apparentés aux préfectures, des parcs nationaux, des établissements publics. Il y a aussi des parcs naturels régionaux. Il y a un certain nombre de conseils, de collectivités de différentes tailles. Mais l'idée, c'est effectivement quand même de drainer plus de gens dans ce secteur, de ce domaine-là, en particulier de services SIG, de collectivités de différentes tailles qui s'interrogent sur l'usage de la donnée satellitaire, l'intérêt que ça peut en avoir. Donc je vous le disais, le travail de déploiement de communication autour du site a été quand même perturbé cette année. Donc on souhaite lui donner plus d'audience. N'hésitez pas à en parler aussi auprès de vos interlocuteurs pour les aiguiller vers cette structure-là. Alors, d'autres remarques? D'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, Valérie Sauty du CIRAD. Alors là, j'ai une question pour Jean-François Faure. Ah pardon, je ne touche pas. Plus près. Donc, en plus, il est orienté comme ça, c'est super. Donc, une question pour Jean-François Faure concernant Dynamis. Voilà, moi j'avais, 2 petites. Concernant les quotas, est-ce que c'est par institution ou par chercheur? Tu sais, pour les 20 000 km². Non, c'est 2000 km². Ah oui, donc les 2000 km². Et ensuite, donc la question des quotas, est-ce que c'est par institution ou par scientifique? Et ensuite, la deuxième question, est-ce qu'il y a des possibilités d'acquisition sur l'Afrique ou l'Asie, sachant qu'au CIRAD, on travaille beaucoup sur les pays en voie de développement? Alors, je vais commencer par la deuxième question. On formule la question. Reformule.
Il faut que je reformule la pour être sûr, non, mais pour être sûr qu'on a bien question. entendu. La question, c'est... Peut-être que quelqu'un peut réorienter le micro, parce que là, on avait l'impression que vous étiez directement en relation avec Dieu et plus du tout avec nous. Donc, on a déjà le masque. Donc, ce serait bien si les visages peuvent être tournés dans le bon sens, effectivement. Donc, Valérie Sotti du CIRAD posait des questions sur les quotas et les volumes pour Pléiades et Spot 6-7. Avoir des détails sur ces quotas-là. Et sur la possibilité donnée ou pas de faire des programmations, d'accéder à de l'imagerie, en tout cas au sud, en Afrique et ailleurs. Donc je répondrai à la deuxième question en premier. Alors oui, que ce soit pour Pléiades ou pour Spot 6-7, les demandes d'imagerie peuvent être faites sur n'importe quel point de la Terre, n'importe où. Donc il n'y a aucune contrainte par rapport à ça, de territoire. Donc on peut demander des acquisitions en programmation de satellite Pléiades ou Spot sur n'importe quel point de la planète. Et d'ailleurs, dans la modalité que je décrivais justement d'expression de besoin via l'application, ce que tu décris là, les 3/4 des demandes, on va dire, elles se portent sur des zones hors de France. Ça va d'ailleurs du cercle polaire jusqu'à l'Amazonie, l'Australie, il y a pas mal d'Europe de l'Est aussi, et à l'Asie, enfin, tout est possible. Après, pour la première question, donc en fait, je disais la question des quotas. Il y a des seuils qui ont été fixés. 2000 km² pour Pléiades scientifiques, 1000 pour Pléiades institutionnelles. En gros, on ne va pas plus loin qu'une douzaine de tentatives pour des demandes spot, quel que soit le lieu. Sachant que quand on dit une tentative, une dizaine de tentatives pour spot... C'est une tentative réussie ou on prend les tentatives ratées? Non, une tentative, c'est une tentative. Ah ouais. C'est une tentative. Donc je peux ne rien avoir au bout, quoi. Non. On ne peut pas ne rien avoir au bout. Ça me donne l'occasion de préciser ça. C'est que quand on parle de tentative, pour le cas de Spot, pour le cas de Pléiades, c'est plus clair parce que c'est déjà au kilomètre carré, l'annonce de ce quota. Pour Spot, c'est une dizaine de tentatives. Une tentative, quand je dis tentative, quand Dynamis parle de tentative, en fait, c'est une tentative d'une scène, de l'équivalent d'une scène Spot. Ça fait 3600 km² une scène Spot. Ouais. Donc ça fait l'équivalent d'une dizaine de tentatives. Et à chaque fois, 3600 km² peuvent être tentés. Mais on peut aussi très bien demander moins que 3600, parce que c'est beaucoup, 3600 pour certains, et faire des demandes à Dynamis pour du spot inférieur avec sa ZOI. On fait monter sa ZOI, c'est 100 km² minimum, mais on n'est pas... Voilà. Donc ça veut dire une dizaine de fois tenter 3600 km². On a mis en place un dispositif spécifique pour justement se parer de l'éventualité malheureuse que tu évoquais. Qui est de nuages persistants. Il y a une carte de zones difficiles qu'on a travaillé un petit peu, proposée à l'initiative d'Airbus, avec lesquelles on a un peu travaillé à la marge sur cette carte, qui fait que si on engage une programmation dans une zone qu'on connaît comme étant très nuageuse, si au bout de la 3e tentative, on n'a toujours pas obtenu l'image aux spécifications demandées, alors on suspend la comptabilité des tentatives. Airbus les fait quand même sans facturation. Et dès lors que, donc, à partir du moment où Airbus obtient cette image, dans les spécificités initiales, il nous avertit et on dépense l'équivalent pour l'archive. Donc, la seule cas de figure où on ne peut pas livrer l'image, c'est si Airbus, voilà, ça a été impossible d'imager à cet endroit-là, quelles que soient les ressources qu'on met dessus. Donc, donc, pour te répondre plus spécifiquement, c'est 2000 km² que vous ne pouvez pas demander plus que 2000 km² à chaque demande. Après, si vous répétez... Mais c'est à chaque demande, donc s'il y a 3 demandes par an. À chaque demande. Mais si dès la première, vous arrivez à 2000, il y a un suivi évidemment qui est fait côté CNES scientifique. Et vous serez probablement assez limité dans la suite de vos demandes si, dès le départ, vous avez consommé tout votre quota. Mais vous pouvez très bien faire plusieurs demandes. Une image Pléiade, c'est 400 km². Donc 2000, ça fait quand même pas mal de possibilités. Ça fait 5 images. Ça fait l'équivalent de 5 images livrées au spec, aux spécifications techniques. Donc ça fait quand même, derrière, il y a des tentatives à prendre sur le satellite si c'est de la programmation. Donc voilà, c'est quand même assez confortable. Mais il y a possibilité, pareil, de contacter via Dynamis le programme ISIS ou directement le programme ISIS. On n'a pas parlé d'ISIS. Parce que c'est l'équipe ISIS, on va dire, qui gère les demandes scientifiques postées dans Dynamis. Ah d'accord. Donc il y a une marge de discussion aussi avec
avec ça. Donc c'est ça le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a des volumes et des quotas, mais c'est pas absolument figé et rigide, ça peut être éventuellement aménagé. Et est-ce que du coup, par rapport à... Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes justement au-delà de ces quotas où finalement 90% de l'activité, ça va rentrer dans le principe de gratuité Alors j'ai pas de chiffre de proportion comme ça. Par contre, il est très fréquent et ça arrive assez fréquemment pour Pléiade qu'effectivement il y ait des besoins qui dépassent le quota et que donc il y ait une contribution financière qui soit demandée à l'utilisateur, que ce soit dans le cas des institutionnels ou des scientifiques. Ça arrive très fréquemment que le retour de dynamisme soit très bien, mais il y a pour telle partie de votre demande une contribution d'1 euro du kilomètre carré qui est demandée, par exemple, pour les scientifiques. Alors, d'autres questions, remarques? Oui. Oui, bonjour. Pour avoir eu la possibilité de voir des photos satellites avec une résolution à 5 cm en 1999, je voulais savoir quelle était l'évolution au niveau civil auquel on peut s'attendre en termes de résolution. Des images satellites à 5 cm en 1999? De l'armée américaine, oui. Donc je me dis que c'est techniquement possible. Donc, les problèmes ne sont pas techniques. Alors aujourd'hui dans Dynamis on parle de Pléiade et Spot 6-7, mais il y a d'autres satellites, d'autres capteurs imageurs de très haute résolution. En gros aujourd'hui les plus résolus c'est 30 cm avec Worldview, qui sont accessibles publiquement, commercialement. C'est très cher évidemment. Airbus a le projet de lancer une gamme à 30 cm également de satellites. Parle plus fort. Oui, je disais, donc il y a d'autres capteurs que Spot et Pléiade. Il y a des capteurs à 30 cm. Il y a Airbus qui a le projet de lancer une constellation qui s'appelle Pléiade Neo, qui sera aussi autour de 30 cm, qui devait être lancée d'ailleurs cet été, le premier, je ne sais pas où c'en est. Donc en gros, au niveau des satellites civils, après il y a du Planète qui existe aussi, qui a annoncé des résolutions aussi de cet ordre-là, 50 cm, 80 cm. Mais pour l'instant, dans les projections à venir, en dessous de 30 cm, j'ai pas d'informations particulières Mais justement, par rapport à... Pardon, mais pour le satellite, après il y a le drone. Mais la question pourrait être, il y a 30 cm, comment Dynamis se projette sur ce 30 cm? Ah, si c'est ça la question, oui. Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, mais c'est aujourd'hui la suivante. C'est aujourd'hui le plus résolu, c'est 30 cm. Bon, d'accord. Très oui, bien. Mais alors, comment Dynamis se projette alors, sur ça ça? me donne l'occasion de peut-être répondre de façon plus large comment Dynamis se projette plus largement dans la poursuite, parce que là on est en phase vraiment de consolidation et de l'existant. L'année prochaine, je pense, on va vraiment la consacrer à la phase de projection pour 2022-2023. Les satellites ont des durées de vie, donc il y a les fins de vie annoncées. Il faut anticiper et voir comment aujourd'hui anticiper le renouveau de l'offre à échéance de 3 ans à moyen terme. Et également des discussions sont tenues par contre là en ce moment pour élargir l'offre actuelle de Dynamis. Donc on a des discussions avec par exemple Vigisat pour pouvoir inclure dans l'offre Dynamis ce que Vigisat propose aujourd'hui en Bretagne, c'est du RadarSat 2, sur des mécanismes à peu près similaires. Donc des discussions assez poussées sont tenues à ce sujet-là par exemple. On est régulièrement contacté, sollicité par des représentants des constellations satellitaires privées. J'évoquais Planète par exemple, ils nous ont contactés, ils voulaient nous voir pour voir si c'était la peine ou éventuellement utile de réfléchir à des offres combinées. Donc nous, on est ouvert à tout type de réflexion, même si aujourd'hui, c'est clair qu'on a une stratégie autour de Spot 6-7 et Dynamis et Pléiade. Donc du coup, dans la suite logique, sur ce Pléiade Neo que j'évoquais, on aura des discussions l'année prochaine avec Airbus sur comment se projeter dans un approvisionnement par Dynamis dans un cadre comparable à Pléiade aujourd'hui, de Pléiade Neo, qui sera donc un peu comme Pléiade, mais à plus résolu et avec une meilleure fréquence temporelle. Il y aura 4 satellites à 30 cm de résolution. Et sur le créneau 50 cm, donc le créneau de Pléiade, la constellation Pléiade, elle commence quand même à, j'espère que je vais choquer personne, à vieillir un petit peu.
Peut-être je laisserai le CNES répondre, mais il y a une durée de fin de vie. Effectivement, ça va se rapprocher un jour. Je crois qu'aujourd'hui, le CNES a mis en œuvre les actions nécessaires pour soutenir tout le dispositif Pléiade jusqu'en 2023 au minimum, c'est ça? Peut-être que quelqu'un du CNES pourra préciser. Probablement que ça durera plus longtemps parce que le satellite est en bonne forme. Spot 6-7, ce sera autour de 2024. Oui, donc il va falloir penser dès maintenant au renouvellement c'est exactement ce que j'essaie des sources d'approvisionnement. Voilà, d'indiquer, c'est qu'on va vraiment consacrer l'année prochaine à faire de la projection à moyen terme pour la suite. D'accord. Une autre question? Plus près du micro. Ah oui, alors là, le micro, il s'est carrément... Voilà, à genoux devant le micro. Il y a toutes les formes, il y a toutes les formes. Il y a toutes les géométries possibles. J'ai une question de découvreur, un peu de nouveau de toute cette constellation. On a vu une très jolie photo de couverture nationale de jour. Est-ce qu'il y a des offres de nuit? Je te laisse répondre. Oui, alors non, dans Dynamis, il n'y a pas aujourd'hui d'offres de nuit. Par contre, il y a de plus en plus d'usage et d'intérêt pour les acquisitions de nuit. Et il y a un satellite asiatique chinois qui aujourd'hui est un satellite qui propose, un des seuls, des images de nuit à des bonnes résolutions. Il y a le représentant, enfin en tout cas le distributeur en France de ces données-là, c'est la Télescope, au moins un. Et qui fera une présentation dans un des ateliers cet après-midi. Voilà, et qui fera une présentation spécifique. Donc aujourd'hui, à l'achat, simplement, c'est que c'est un produit qui est très cher au kilomètre carré. Donc pourquoi pas faire partie l'année prochaine, effectivement, de discussions avec ces fournisseurs de données-là pour voir si... Surtout s'il y a de nouveaux contributeurs à Dynamis. Non, mais c'est surtout s'il y a une manifestation forte des utilisateurs pour ce genre de données. C'est-à-dire que c'est pareil pour le radar, c'est pareil pour tout. S'il n'y a pas vraiment des messages, donc on fera des enquêtes en ligne, on a prévu. S'il n'y a pas un retour utilisateur fort pour pouvoir accéder à ces images-là, parce que c'est vraiment très utile à leur mission de service public ou à leur recherche, je ne pense pas qu'on va aller dans Dynamis juste les offrir juste parce qu'elles sont intéressantes. Il faut vraiment qu'il y ait derrière des utilisateurs. Alors, il faut peut-être préciser la question parce qu'en fait, acquisition de nuit, ça peut être, je ne sais pas quel était est-ce que c'est lumineux? C'est-à-dire en fait sur le spectre lumineux. C'est sur le spectre lumineux et donc effectivement c'est ce satellite chinois. Les acquisitions radar se font de jour comme de nuit, là il n'y a aucun problème. Et après il y a des acquisitions infrarouges thermiques où là il y a une mission franco-indienne qui s'appelle Trishna qui va se mettre en place et donc ils peuvent aussi agir de jour comme de nuit. Donc là, je ne sais pas si votre question était vraiment sur la partie lumineuse. C'est pas lui, c'est la question suivante. Il est derrière toi, la personne. Ah non, mais ils sont tous masqués, on ne les reconnaît plus. Hein. Absolument, on est tous incognito. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Campenon, je travaille chez Planète, qui a été cité précédemment. Sur les questions précédentes, je vais juste commenter. Planète fait de l'acquisition de nuit en optique, donc ça c'est possible. Et sur la question des futurs capteurs, sur la question des futurs capteurs, effectivement, l'offre commerciale descend progressivement jusqu'à 50 voire 30 cm, mais cette offre, je veux dire, ça va prendre du temps. Et en dessous de 30 cm, il est relativement probable aujourd'hui qu'avec les réglementations internationales, ça reste limité. Peut-être 25, mais pas en dessous. Ma question, elle était un peu plus générale. Avec le plan de relance, est-ce que le plan de relance qui est en préparation a des conséquences dans les activités qui ont été décrites ce matin, en termes de nouvelles applications nécessaires, en termes de besoins de données, etc. Peut-être Frédéric Très rapidement, pour qu'on ait le temps de prendre une autre question. Certains ministères et certaines tutelles nous ont questionnés sur des sujets qui étaient considérés comme prioritaires et qui pouvaient contribuer à ces plans de relance. Donc on a fait remonter un certain nombre de propositions, dont Dynamis d'ailleurs, mais aujourd'hui on est un peu quand même dans le flou. Donc ça c'est l'aspect plan de relance. On a mis plein de choses derrière plan de relance. Et actuellement il y a un sujet qui est spécifique au numérique et à la data, sur lequel il y a un certain nombre de milliards d'euros qui sont affichés, mais on n'en connaît pas la déclinaison concrète. On espère que
la science, les infrastructures et les investissements qui sont faits en termes de mutualisation avec des impacts sur le développement économique et les missions de service public seront entendus. Et je pense que là, plus on est fédéré, collectif sur ces sujets, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur ajoutée, plus ça peut permettre de mobiliser ces moyens. Une dernière question? Non? Alors moi, j'en ai une à propos de Dataterra. Dans ta présentation, tu as utilisé le présent, le futur. Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans Dataterra. Alors, Dataterra existe de manière opérationnelle et officielle depuis 2016. Au travers de son dépôt, de sa labellisation, de l'engagement en fait, de tous les partenaires vis-à-vis de la feuille de route nationale. D'accord. La mise en œuvre d'une infrastructure se fait par étapes. Et donc, on passe ces étapes les unes après les autres. Mais Dataterra existe et est prévu pour durer. C'est le principe des infrastructures. Oui, ça c'est clair. Ok, eh ben merci tous les quatre.